Bonjour à toutes et à tous, nouvelle émission, dernière de la saison au Miroir du Passé, avec aujourd'hui Audrey Célestine, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Lille, Mathilde Larère que vous connaissez, Laurence Decoq. On va vous parler de ce que l'on appelle communément l'outre-mer, avec une actualité assez brûlante autour de plusieurs aspects. D'abord, le fameux scandale du chlordécone, ce pesticide qui a été inventé grâce à nos chercheurs, nos précieux chercheurs qui ont travaillé sur le gaz de la Première Guerre mondiale. Pesticide dont on dit qu'il a empoisonné quasiment l'intégralité de la population de Martinique et de Guadeloupe, avec le référendum en Nouvelle-Calédonie qui s'annonce le 4 novembre, avec, on vous en avait déjà parlé, un mouvement social récurrent en Guyane qui a commencé l'année dernière. Bref, tout un tas d'aspects qui a fait que nous avions envie de nous demander si ces territoires étaient aujourd'hui en souffrance, vous l'écrivez comme vous voulez. Et donc on va essayer de détricoter un petit peu cette actualité avec plusieurs thématiques comme d'habitude et en commençant par une thématique plutôt historique, ces territoires, d'où nous viennent-ils, pourquoi est-ce que l'on peut les considérer comme français ou pas? En fait, que ce soit les DOM ou les TOM, on voit là sur la carte quels sont les territoires qu'on appelle territoires ou départements d'outre-mer, ont tous en commun d'avoir un passé colonial. Ça, tous étaient des colonies. Alors la chronologie est différente, mais tous ont été des colonies. Ça commence au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, pour les Antilles, Guadeloupe, Martinique et Saint-Domingue, pour la Guyane et pour les Mascareignes, la Réunion et la Maurice à l'époque. Alors, ces premières colonisations, elles s'accompagnent d'une destruction des populations locales, soit du fait de la guerre, soit aussi tout simplement parce que les Européens, en arrivant, vont apporter énormément de maladies. Et donc, les populations sont décimées, ce qui entraîne un manque de manœuvre, et les Européens vont trouver comme solution pour combler le manque de manœuvre, de recourir à l'esclavage. L'esclavage commence donc dans les Mascareignes, dans les Antilles et en Guyane à partir des années 1640, avec des chiffres bientôt considérables, 700 000 esclaves déportés aux Antilles entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, plus de 100 000 aux Mascareignes. Un esclavage dont on connaît toute la violence et l'horreur. Alors, ça a donné des économies qui sont plutôt florissantes, sauf la Guyane, mais sinon, ça marche plutôt bien. Mais des économies où, évidemment, il n'y a aucun développement local, c'est au service de la France, et c'est régi par l'exécutif, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un commerce entre les colonies et la métropole. La Révolution française, au début, ça change pas beaucoup, puisque 1789 abolit pas l'esclavage, le libéralisme allant très bien avec l'esclavage. Ce sera aboli en 1794, suite à des révoltes serviles, et parce que les montagnards arrivent au pouvoir. L'esclavage est aboli, mais il est malheureusement rétabli par Napoléon en 1802. Alors ensuite, on a la deuxième phase de colonisation, avec cette fois la Polynésie, dans les années de la monarchie de Juillet, puis la Nouvelle-Calédonie sous le Second Empire. Alors là, pas d'esclavage, parce que l'esclavage a été supprimé par la Deuxième République en 1848. Mais bon, une suppression, faut pas oublier, les planteurs ont été indemnisés, et en revanche, rien n'a été fait pour les esclaves affranchis, aucune redistribution des terres. Ce qu'on voit sur ce tableau de Biard, qui est en fait une hymne à la République abolitionniste, mais qui en fait reprend toute la stratification socio-raciale de l'esclavage et de la colonisation, avec des blancs vêtus debout et qui accueillent les remerciements d'esclaves à moitié nus et à genoux. Comme il n'y a plus d'esclavage, les anciens esclaves deviennent des salariés avec des conditions de travail très dures. Et par ailleurs, on va avoir recours à une nouvelle main-d'œuvre qui vient cette fois d'Afrique toujours et d'Asie. C'est plus des esclaves, c'est des engagés. On voit un contrat, par exemple, de Chinois engagés à La Réunion. Mais même si c'est des contrats qui prennent fin, donc c'est pas à vie comme l'esclavage, les conditions de travail sont très très dures aussi pour les engagés. 34 000 en Guadeloupe et en Martinique à peu près pour les deux, et 180 000 à Réunion. La Réunion est l'endroit où il y a eu le plus d'engagés. Et par ailleurs, un système colonial qui continue à faire des colonies, des chasses gardées économiques pour la métropole. Alors, on précise tout de suite qu'on va davantage parler aujourd'hui des Antilles, parce que Audrey est plutôt spécialiste de ces territoires-là, mais on va quand même essayer de faire quelques petits voyages aussi ci et là dans ce qu'on appelait avant les territoires. Audrey, tu viens de sortir un livre qui est vraiment super chouette, dont on avait envie de parler, qui est un livre qui s'appelle Une famille française, qui est un livre
sur ta famille et celle de ton conjoint, où tu retraces un petit peu comme ça de façon un peu rhizomatique pour en finir avec la souche et la racine, l'épopée familiale. Et dans ce livre, évidemment, la question de l'esclavage est ultra présente, notamment à travers celle des patronymes, qui est un moment que j'ai trouvé assez chouette. Pain d'épices. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, à cause de mes recherches, grâce à mes recherches, je sais qu'il y a tout un travail généalogique qui est fait par un certain nombre d'associations autour de la mémoire de l'esclavage. Et il y a notamment ce site qui a été monté, qui s'appelle Enchoucage, et qui permet de taper son nom et de retrouver des patronymes qui ont été donnés au moment de l'abolition de l'esclavage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du coup toute une histoire qui est faite du fait de donner ces patronymes, le fait que parfois il y a des noms de fleurs, des noms de fruits. Alors je dis que je découvre ce patronyme pain d'épices qui paraît très rigolo. Moi, je m'appelle Célestine, c'est un prénom. On a aussi beaucoup cette pratique de donner des prénoms, mais qui renvoient effectivement, et j'insiste sur ça, le contraste entre eux, le fait que c'est un nom quand même un peu rigolo, et puis l'histoire qui a derrière le fait d'attribuer des patronymes à des gens qui avaient auparavant des matricules. Alors évidemment, cette histoire et cette mémoire de l'esclavage, c'est quasiment une sorte de matrice un petit peu pour comprendre la question sociale dans ces territoires-là. Et un autre ouvrage aussi nous permet de questionner la question de la citoyenneté après l'abolition de l'esclavage, en tout cas celle de 1848. Ça s'appelle L'autre citoyen, et c'est une autre chercheuse qui s'appelle Siliane Larcher. Alors son livre est vraiment intéressant parce qu'elle nous montre qu'en fait, même après l'abolition, jamais aucun ancien esclave n'a obtenu la citoyenneté à égalité. Cette fameuse communauté des égaux est restée un mythe, à égalité en tout cas des métropolitains. Et là où son livre est particulièrement fécond, c'est qu'elle montre que c'est au nom d'une supposée immaturité politique qui serait due aux conditions historiques et aux conditions anthropologiques que l'on ne peut pas attribuer les mêmes droits aux anciens esclaves. Donc en fait, elle montre que ce qu'on pourrait appeler une racialisation, et elle parle de racisation, n'est effectivement plus forcément biologique en 1848, mais en tout cas c'est une forme de racisation anthropologico-historico-culturelle, je sais pas trop comment on pourrait dire, qui fait que c'est au nom de ça qu'il est impossible de conférer les mêmes droits à ceux qui ont été libérés, et que ça dure extrêmement longtemps. Donc on a véritablement un système qui se mord la queue, parce que comme ils ont été esclaves, ils ne peuvent pas obtenir les mêmes droits parce qu'ils sont pas suffisamment matures, et puis finalement, comme ils n'ont jamais obtenu les mêmes droits, on peut jamais leur donner. En fait, en gros, c'est un petit peu ce qui a conditionné, en tout cas, cette période post-esclavage. Alors, il y a un moment qui est un moment fondateur aussi dans cette histoire, c'est la fameuse départementalisation, donc 46, où on considère que là, on va sortir un petit peu de tout ce tropisme néocolonial. Alors, est-ce que ça va avoir des effets justement sur les questions de citoyenneté? Là, on est vraiment au cœur de ton travail, Audrey, à toi. Mais alors, effectivement, c'est vrai que 46, c'est une date qui est importante. C'est pas nécessairement la grosse rupture. Un certain nombre d'historiens, je pense à Jean-Pierre Sainton, insistent sur 43, qui est en fait le moment où il y a l'effondrement des amiraux vichistes aux Antilles. Puis il y a effectivement cette date de 46, le moment de la départementalisation, qui est un moment très ambigu, mais qui correspond globalement à la possibilité dans ces territoires d'avoir une véritable assimilation juridique, d'inscrire dans le marbre finalement l'assimilation politique de ces territoires, et qui vient avec un ensemble de promesses sur l'égalité économique, l'égalité sociale, en plus de l'égalité politique. Ce qu'on voit quand on analyse la période juste après la départementalisation, c'est que cette égalité-là, elle vient pas du tout immédiatement, et que même au niveau du rattrapage entre guillemets des niveaux de vie entre la métropole de l'époque et les territoires, dans la première décennie post-départementalisation, on est en fait sur un progrès extrêmement lent pour certains territoires, voire négatif pour la Martinique en termes de niveau de vie des habitants. C'est une période qui est extrêmement tendue, qui est pleine de luttes, parce qu'on a d'une part les structures issues de la société et de l'économie de plantation qui résistent malgré tout,
absence de volonté de la part des patrons d'étendre l'ensemble des dispositifs auxquels ont droit les salariés au niveau local, et puis en même temps des petites accélérations, notamment en milieu urbain. On a un exode rural qui commence, on a des villes, notamment la ville de Fort-de-France qui devient un centre urbain important, mais avec toutes les conséquences en termes de logement, etc. Et du coup, c'est une période qui est une période extrêmement agitée. La deuxième décennie après la départementalisation, c'est une période pendant laquelle là, on a un certain nombre d'investissements de structures, on a des gros progrès qui sont faits en termes de structure et une augmentation du niveau de vie dans les territoires. Mais effectivement, de manière générale, il y a quand même beaucoup de déçus de la départementalisation et ça nourrit un certain nombre de mouvements très forts de contestation. Ouais, qu'on verra tout à l'heure, effectivement, des mouvements très violents et puis d'autres procédures politiques pas tout à fait recommandables. Alors à propos justement de la modernisation dont tu parlais, il y a aussi quand même, y compris, enfin et surtout après cette départementalisation, une forme de résistance d'une, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une économie néocoloniale, quelque chose vraiment de l'ordre de territoires qui continue à devoir être soumis, on va dire, au rendement économique davantage de la métropole. On peut penser à ce qu'on avait vu donc la dernière fois pour la Guyane. Je voudrais qu'on regarde un petit film, enfin un extrait de film qui montre la Guyane dans les années 50 et les propensions de modernisation, de mise en valeur, comme on dit dans le langage colonial, de ce territoire. Cayenne, la capitale, va bientôt bénéficier de nouveaux aménagements, écoles, hôpitaux et laboratoires qui contribueront au développement économique de la Guyane. La Guyane, hier terre de l'oubli, aujourd'hui terre d'avenir. Voilà, alors cette Guyane, effectivement, aurait pour propension à être mise en valeur avec un projet qui est un projet vraisemblablement assez mirobolant, en tout cas du point de vue de ceux qui en ont eu cette mirifique idée, qui est le projet d'exploitation de l'or. Donc on sait que c'est une terre aussi aurifère, hein, projet d'exploitation de l'or, avec un énorme consortium russo-canadien qui prétend pouvoir extorquer 85 tonnes d'or dans les années qui viennent, avec des arguments sur le mode « nous allons donner des emplois aux Guyanais ». Alors on parle de 750 emplois, hein, donc la belle affaire. Puis surtout, c'est 750 emplois sur quelques années, quoi. Donc après, voilà, ils seront plus jeunes, mais ils seront au chômage, quoi. De donner des emplois donc à des jeunes Guyanais, et puis avec un mouvement de résistance à ce projet qui se développe, parce que ce projet, c'est quand même l'utilisation du cyanure, c'est quand même la construction d'une centrale thermique, des milliers de tonnes d'explosifs. Et là, on va voir une affiche d'un collectif qui s'est constitué, qui s'appelle Hors de question, qui est assez joli. Bon, et alors là, on a effectivement un phénomène tout à fait, emblématique de cette propension à dire on va continuer, le développement finalement de ces territoires va provenir de nous, métropoles, en partenariat avec des grandes puissances. Tout ça c'est fait pour le bien des populations et en même temps vraisemblablement au mépris complet de la réalité locale, à la fois de la réalité culturelle et de la réalité évidemment écologique et environnementale. Alors ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez fréquente aussi sur ces territoires-là? Ce qu'on retrouve, c'est qu'effectivement, juste après la départementalisation, on est sur des territoires qui ont énormément souffert pendant la guerre, où il y a beaucoup de privations, et ça continue pendant les années qui suivent. Et effectivement, ce qui est assez perturbant quand on regarde le développement économique de ces territoires, c'est d'une part la difficulté de sortir de l'économie de plantation et puis l'entrée ensuite très rapide dans une société de consommation sans que ces économies soient capables véritablement de produire suffisamment pour à la fois offrir de l'emploi à tous et des conditions suffisantes hors de la fonction publique. Voilà, le secteur privé local peine véritablement à offrir de l'emploi. Et du coup, ça fait que l'une des portes de sortie pour ces populations, c'est le départ. Et effectivement, quand on regarde un peu sur le long terme, ce qui a été offert aux populations d'une partie de ces outre-mer comme horizon de développement, c'est le départ, la sortie du territoire, le déplacement. Et alors, il y avait tout un tas d'enjeux aussi de malaise social et de nécessité de déplacer une partie des pauvres, en gros, hein, de ces territoires. Mais le déplacement de la population, que ce soit par la migration organisée, par la mobilité, comme on dit aujourd'hui, à défaut d'une véritable politique de développement, est un des traits extrêmement marquants de la période dite post-coloniale. Ouais. Alors ça, on va y revenir évidemment aux questions de migration, de déplacement forcé plutôt, parce que c'est un enjeu fondamental. Mais tout à l'heure, on parlait aussi des violences,
Peut-être faire un point aussi, faire une sorte d'état des lieux sur les violences postcoloniales, et notamment à la suite de 46 et de cette frustration dont tu parlais, finalement cette égalité des droits jamais acquise et toujours projetée comme un horizon d'attente. Le premier moment de grosse violence, c'est 59. Alors, c'est le moment très marquant. En fait, tout le XXe siècle, clairement après la Seconde Guerre mondiale, on a des moments extrêmement forts de tension en milieu rural, avec des gros conflits entre les propriétaires terriens et les ouvriers agricoles. 59, c'est le premier gros moment de tension en milieu urbain. Ah oui, d'accord. Et ça correspond vraiment à cette transformation très forte de la ville de Fort-de-France, l'afflux de population. On a aussi un contexte qui est extrêmement particulier d'arrivée de rapatriés d'Afrique du Nord qui sont installés là, des arrivées de CRS et de gendarmes. Oui, parce qu'on est en pleine guerre d'Algérie quand même. C'est ça, on a des arrivées comme ça et un simple conflit sur la route, il y a une automobile qui percute un scooter. Le propriétaire de l'automobile, c'est un métropolitain blanc qui en vient au point avec le motocycliste. Ça finit par s'arranger, les deux bourgs vont au bar d'un hôtel et régler tout ça, mais on a quelqu'un qui appelle les CRS en disant « il y a des Noirs en train de lyncher un Blanc ». Et alors là, la compagnie de CRS, les gendarmes arrivent et on part, c'est juste avant Noël, dans plusieurs nuits d'émeutes. Il y a 3 morts dans les quartiers populaires de Fort-de-France. Et ce moment-là, c'est un moment qui est extrêmement important. D'une part parce que c'est une espèce de sonnette d'alarme pour les pouvoirs publics qui se disent « il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ces territoires ». C'est un gros moment de politisation pour énormément de jeunes des quartiers populaires, de jeunes martiniquais. Et puis, c'est vraiment la mise à nu d'une société qui est une société avec d'énormes tensions et de promesses absolument pas tenues de la départementalisation à ce moment de la fin des années 50. Ouais. Et puis ça se calme pas. 67, alors on en a reparlé récemment parce que c'est aussi pris dans les commémorations de 68, mais 67, pareil, autre moment. Cette fois, c'est un commerçant européen qui lâche son chien sur un cordonnier noir et ça provoque des émeutes, là aussi, des émeutes de la jeunesse, des voitures qui sont retournées, on voit quelques images. Et ce qui est intéressant, tu parlais de politisation, c'est que c'est immédiatement transformé par les autorités françaises comme une sorte de coup monté des mouvements nationalistes indépendantistes. Et donc, du coup, ça devient le prétexte à une criminalisation très très forte des mouvements sociaux au nom de quelque chose qui n'est a priori au départ pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est une revendication d'égalité, c'est une revendication antiraciste, c'est une revendication de traitement de traitement égalitaire, mais c'est pas forcément une revendication nationaliste et indépendantiste, et c'est transformé comme ça. Et puis ça s'arrête pas en fait. 74, autre moment aussi, juste avant. Oui, tout à fait. C'est un peu dans la continuité de tous ces mouvements en milieu rural. 74, c'est un moment, effectivement, en Martinique, pareil, sur une plantation de bananes. On a également une répression assez forte d'un escadron de gendarmes. On a 2 morts. D'ailleurs, ça donne lieu à des choses dans la culture populaire. On a des chansons sur Chalvet, février 74. Et en fait, ce qui est assez... On va entendre un petit extrait de la chanson. Balle réelle qu'a tiré, des camarades tombés, il m'a nié puis Marie-Louise, des camarades tombés. Et en fait, ce qui est assez marquant, moi quand j'ai découvert cette histoire, qui n'est pas une histoire que j'ai connu à l'école, c'est des choses soit qu'on entend quand on est dans des familles un peu politisées, ou c'est des choses que j'ai lues après en m'intéressant et en lisant des choses sur l'histoire des Antilles après la départementalisation. C'est la première chose qui m'a frappée, mais c'est quoi ces territoires où on tire à balles réelles sur les ouvriers qui se mobilisent. On est sur des territoires où il y a une espèce de tension tellement forte entre les promesses sur le papier et les conditions réelles de vie. On est sur des territoires dans lesquels les gens partent. Il y a une espèce d'hémorragie des populations qui s'en vont. C'est organisé par l'État. Et quand les gens demandent que leurs droits soient respectés,
on leur tire dessus. Et c'est voilà la vraie réalisation de ces moments d'extrême violence et effectivement de criminalisation dès la fin des années 50, parce qu'on a ce contexte géopolitique dans la Caraïbe, voilà, tout ça fait peur aussi à l'État français qu'il y ait une espèce de contagion à la fois de l'Algérie et puis de la situation cubaine dans les territoires français des Amériques. Et tout ça, ça fait un contexte de très forte transformation de ces sociétés, de criminalisation, comme tu le disais, des mouvements sociaux, mais du coup aussi de forte politisation des populations. Et puis, plus récemment, plus récemment, donc il y a un mouvement entre 2008 et 2009. Alors 2008, c'est un mouvement en Guyane, avec une protestation des parents parce qu'il y a un très grand retard de l'enseignement, surtout secondaire et supérieur. Et puis 2008, les grandes marches et manifestations contre la vie chère. Ça commence en Guadeloupe, puis après ça gagne la Martinique avec des revendications de baisse des prix. On voit là une affiche où justement on montrait la différence entre les prix en métropole et les prix en Martinique ou en Guadeloupe, avec donc pour la première fois une association inédite et très très large de syndicats, d'associations dans le cadre du LKP, ou un mouvement appelé le mouvement du 5 février, dont on voit là ici le slogan que tu peux peut-être traduire. Oui, en fait c'est nous avançons pour la victoire, c'est pour la victoire que nous continuons à nous mobiliser. En fait, c'est un peu une sorte de hasta la victoria siempre. Et effectivement, le collectif du 5 février, qui est un petit peu moins connu que le LKP, qui était cette sorte de coalition assez impressionnante de syndicats, d'organisations politiques, d'associations culturelles, ont vraiment marqué ces territoires-là, parce qu'il y a eu plusieurs semaines, plusieurs mois de blocage, mais il y a aussi eu pas mal d'arènes de discussion, de forums politiques. Un certain nombre de choses ont été mises sur le devant de la scène, la question de l'autosuffisance alimentaire, la question du véritable développement de ces territoires, le fait que ce sont des territoires qui sont des territoires, en tout cas pour la Martinique et la Guadeloupe, des territoires extrêmement vieillissants, qui sont dans une situation démographique dramatique. Ça, c'est une chose sur laquelle insiste un certain nombre de démographes, notamment Claude Valentin-Marie, qui a beaucoup travaillé sur ces territoires, de montrer à quel point la situation des Antilles est une situation qui, d'un point de vue démographique, est dramatique. D'un point de vue sanitaire, c'est également dramatique à cause du chlordécone. Et voilà. Et du coup, il y a eu ce moment qui a été un moment qui a beaucoup polarisé, mais qui a été un moment de discussion politique forte, et puis aussi une période pendant laquelle les projecteurs de l'Hexagone ont été pointés vers ces territoires, et avec, je pense, une forte compréhension de ce qui se passait là-bas par les gens d'ici. Moi, c'est une des choses qui, à l'époque, m'étonnait, parce que souvent sur l'outre-mer, c'est la danseuse de la République, on a l'impression que... Et en fait, je pense que beaucoup de gens ici ont compris en fait ce qui se passait. Quand on compare les prix, c'est vrai que c'est une image qui est assez parlante. On voit ce que coûte la vie, la question de la vie chère, tout comme le mouvement de l'année dernière en Guyane, montrait, voilà, quand les gens posaient très concrètement les enjeux, l'accès aux services publics. C'est si vous êtes malade à Brest et que vous devez aller vous faire soigner à Bordeaux, c'est un problème. On est sur des choses qui sont de ce niveau-là pour ce territoire-là. Et voilà, donc je pense qu'en tout cas, on est dans une séquence depuis une dizaine d'années où on parle davantage de ces enjeux-là. Il y a un intérêt et puis du coup une compréhension peut-être un tout petit peu plus fine de ce qu'il pouvait y avoir jusque-là. C'est ça désexotise un petit peu les enjeux. Alors, parmi aussi les violences politiques, on pourrait citer, puisque c'est un funeste anniversaire, le massacre d'Ouvéa, pour quitter le territoire des Antilles. Donc on est cette fois en Nouvelle-Calédonie, 19 indépendantistes qui sont tués dans une grotte par le GIGN, les autorités françaises, avec un soupçon très très fort d'exécution post-arrestation, quoi. Et puis Emmanuel Macron, Monsieur le Président, qui fait le voyage pour aller commémorer ce moment, un voyage pas très bien accueilli par les populations locales. Là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant de regarder de près, c'est à quel point on est aussi dans des sociétés du souvenir, dans des sociétés du rituel, de commémoration. Enfin, je sais que à Ouvéa, par exemple, les enfants, tous les ans, les enfants des écoles reproduisent l'événement, avec certains qui font le GIGN et d'autres qui font les indépendantistes. Ils vont dans la grotte et ils reproduisent l'événement. C'est en fait un rituel de sortie
du traumatisme, quoi. Voilà. Et on le disait tout à l'heure aussi, la mémoire de l'esclavage. Et qui est très présente en 2009. Hein. Par exemple, là, on voit une image des manifs de 2009 et il y a un souvenir et en plein pendant ces manifs, à un moment, il y avait un grand propriétaire de Lille, hein, Alain Huyghe Despointes, je crois qu'il s'appelle, voilà, qui, dans un reportage, avait dit il faut voir les bons côtés de l'esclavage, et il avait eu des propos très racistes qui l'ont conduit à se faire juger, mais le jugement et la condamnation ont été cassés par la Cour de cassation après. Et c'est très présent dans ces mouvements. Alors, on parlait tout à l'heure, en effet, tu l'as soulevé plusieurs fois, la question des déplacements, la question des migrations. Donc là aussi, hein, on est sur une thématique tout à fait propre à l'outre-mer. Je mets plein de guillemets parce que outre-mer, c'est vraiment un terme générique qui camoufle tout un tas de réalités locales. Je crois que l'une des premières thèses à avoir travaillé là-dessus, c'est Monique Milia, qui fait sa thèse avec Gérard Noiriel, et qui a fait sa thèse sur ce qu'on appelle le BUMIDOM, c'est-à-dire le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, et qui a montré que, alors effectivement, on est juste après les émeutes de 59, hein, donc on est dans un moment de crise politique extrêmement fort, mais sans faire référence à cette crise politique, s'organise d'une certaine manière une politique ou une équation, voilà, consistant à dire s'il y a du sous-développement dans ces territoires-là, c'est parce que ces territoires sont trop peuplés, et donc il faut déplacer les populations, et notamment les déplacer vers la métropole, pour résorber en quelque sorte ce surplus démographique. Quoi. Voilà, tout à fait. On est dans un contexte dans lequel on a l'économie de plantation qui s'effondre, l'économie sucrière qui s'effondre, l'exode rural, un chômage qui augmente, une population qui augmente également assez rapidement, et du coup, en raison de cette surpopulation, mais également en raison du malaise social tel qu'on le voit avec les événements de 59, on a ces décisions d'organiser la migration vers la France hexagonale et commence avec des objectifs chiffrés. On recrute les gens sur place en leur promettant un certain nombre d'emplois. On promet aux femmes qu'elles deviendront infirmières, aux hommes qui trouveront un emploi. Et du coup, on a comme ça toute une migration qui s'organise. Alors parallèlement, on a aussi une migration dite spontanée, à peu près dans les mêmes proportions, mais en tout cas, on a près de 200 000 personnes de ces territoires qui s'en vont sur 20 ans, avec ces objectifs chiffrés, avec ces formations d'adaptation à la vie métropolitaine, avec des destinées. Il y a une mémoire très négative et très douloureuse du BUMIDOM. Hein. Être venu par le BUMIDOM, c'est une manière de signifier la dureté de son développement. Moi, je suis venu dans des conditions difficiles, moi je suis un BUMIDOMien. Ou alors, il peut y avoir aussi des formes de honte. On dit ah non, moi je suis pas venu par le BUMIDOM, moi j'ai payé moi-même mon billet. Mais en tout cas, ça renvoie à une histoire qui est en fait un petit peu plus compliquée que ça. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont aussi, et c'est de ne pas être complètement victimes de ce BUMIDOM, qui ont disparu des écrans, des radars de l'État une fois qu'ils étaient arrivés ici. Ça, c'est une des choses que montre bien Sylvain Pathieu dans son travail actuel là, sur une histoire sociale du BUMIDOM. Mais de fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a cet horizon du déplacement, de la mobilité de ces territoires pour pouvoir les développer. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce que je disais également, mais je pense que c'est un enjeu qu'il faut marteler parce qu'il est essentiel, c'est que ça a complètement fichu en l'air la démographie de ces territoires. Aujourd'hui, 53% des natifs de Martinique ne vivent pas en Martinique. On est sur des territoires qui perdent de la population et où les gens vivent vieux, plutôt en plus mauvaise santé que dans le reste du territoire, mais plutôt plus longtemps. Donc on est sur des situations de territoires qui sont vieillissants parce que les gens n'ont pas fait leurs enfants là-bas. Ils les ont fait ici. C'est ce qui explique également la présence très forte des personnes d'outre-mer à la poste, la PHP, dans les hôpitaux, etc. Mais tout ça, ça a des explications historiques. On le sait un petit peu plus parce qu'il y a eu ce téléfilm il y a peu de temps. Il y a quelques documentaires qui ont été faits il y a quelques années. Mais cette histoire, le rêve français, mais cette histoire, il y a un très beau roman graphique aussi qui a été publié là, qui a été d'ailleurs primé cette année, qui revient sur cette histoire complexe du BUMIDOM, mais qui est tellement marquante qu'il y a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Oui, et puis, alors, faut préciser que le BUMIDOM payait le billet d'aller, pour évidemment pas celui du retour. Et puis, il y a quand même la sinistre histoire qui est liée aussi à celle du BUMIDOM, qui est celle des enfants réunionnais, dont on a parlé aussi récemment à la suite d'un rapport qui a été commandé par le gouvernement, je crois que c'était le gouvernement précédent, rapport Vital, qui a chiffré donc entre 63 et 82, à peu près 2015 enfants auraient été envoyés en Creuse et en Lozère sur une lumineuse idée
de Michel Debré, qui était député de La Réunion, sous prétexte de repeupler ces territoires dévitalisés. Donc là, on a... Alors, au départ, c'était censé être uniquement, et de toute façon, quand bien même, des enfants orphelins. En réalité, on sait qu'il y a des enfants qui ont été retirés à des familles qui ont été considérées comme en danger moral, c'est-à-dire des familles considérées comme non capables d'élever leurs enfants. Alors, voilà, phénomène de transplantation absolument, dramatique, qui a longtemps été occulté aussi dans la mémoire nationale, qui a été travaillé notamment par Jablonka, un historien, qui est l'un des premiers aussi à avoir fait un livre là-dessus. Donc voilà, une histoire particulièrement traumatique et désastreuse, et qui met l'accent aussi, cette question des enfants, qui met l'accent aussi, c'est peut-être un autre terme dont on pourrait parler, sur la question des femmes, la question des ventres, comme le dit Françoise Vergès, la question des gestations. Oui, parce que en fait, c'est très intéressant quand on analyse la situation coloniale, l'esclavage et la départementalisation au prisme du genre. Alors c'est récent qu'on le fasse, parce que pendant très longtemps, les historiens ou les historiennes de la colonisation de l'esclavage ne se posaient pas trop de questions de genre, et à l'inverse, les historiens et historiennes du genre ne travaillaient pas les espaces coloniaux. Mais maintenant, on commence à le faire, et en fait, c'est très heuristique, parce que les femmes apparaissent un peu comme les dominées des dominés. Alors, je donnais 3 exemples. Si on regarde l'esclavage, on peut parler de la maternité servile. Là, il y a une question de ventre des femmes à nouveau. En fait, quand s'arrête, fin du 18e déjà, puis quand s'arrête la traite, le problème, c'est qu'on ne peut pas amener de nouveaux esclaves. Donc, il faut faire des enfants esclaves. Et donc, on va pousser les femmes à faire des enfants, ce qui implique, en fait, que quand elles font des fausses couches ou quand leurs enfants meurent, ce qui est normal vu les conditions sanitaires de travail de l'esclavage, en fait, elles sont réprimées pour ces fausses couches et cette mortalité infantile. Alors, il y a une figure qui est emblématique de la maternité servile. Il y a une très belle statue, on la voit là en Guadeloupe, c'est Solitude. Alors, Solitude est une fille d'esclave, résultat d'un viol, et en fait, elle profite de l'abolition en 1794, puis elle est en plein le rétablissement en 1802. Elle lutte contre le rétablissement de l'esclavage, elle est arrêtée, mais quand elle est arrêtée, on le voit sur la statue, elle est enceinte. Eh bien, en fait, on va attendre qu'elle accouche. On va récupérer son enfant, on va en faire un esclave, et ensuite, on va la tuer. Donc, c'est vraiment l'emblème. Alors, l'autre chose, au cœur de la colonisation, les femmes colonisées ont toujours été présentées comme soumises, ouvertes, une espèce les colonistes, des Éden un peu érotiques. Alors c'est vrai pour tout l'Empire, mais c'est vrai aussi dans le cas des Antilles ou plus encore de la Polynésie. La Polynésie ayant comme particularité, en plus d'avoir des imaginaires pédophiles. C'est revenu, on le voit par exemple avec cette une de journal. Il y a eu un scandale autour du film de Gauguin qui niait ces violences coloniales contre les jeunes polynésiennes. Et puis donc, l'histoire du ventre des femmes, le livre de Françoise Vergès. Donc, tu l'as dit, effectivement, on dit que si c'est sous-développé, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'engagement de l'État, c'est parce qu'il y a trop de monde. Alors, on peut déplacer les populations, mais on peut aussi faire moins d'enfants. Donc, à un moment où en France, on condamne encore l'avortement et où on pousse à la naissance, eh bien, dans les Antilles ou à La Réunion, il y a des affiches avec une femme, beaucoup d'enfants, barrées avec écrit « assez », genre « suffit les enfants ». Et puis, surtout, on sait qu'il y a eu des avortements forcés en Réunion et dans les Antilles. Donc des femmes parfois enceintes de 6-7 mois à qui on disait on fait une petite opération et en fait elles se retrouvaient sans le bébé, on leur avait enlevé et parfois même stérilisées. C'est des milliers de femmes qui ont été touchées. 3 avortements forcés par jour, dit Françoise Vergès à La Réunion. Un procès retentissant en 1871. Mais là on voit bien cette... 1971, c'est mon réflexe. C'est la commune. Ouais, c'est la commune. Et voilà, donc il y a une approche en termes de genre qui est très intéressante quand on fait cette étude. Toi, tu parles d'ingénierie démographique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est en discutant dernièrement avec un collègue de la situation à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu, qu'on prend un peu de perspective sur ces territoires, on se dit qu'il y a quand même une espèce d'ingénierie démographique sur déplacer les gens, les envoyer en Guyane, mais les enlever de Martinique et de Guadeloupe, avec en plus comme je le disais, ces effets, la transition démographique, elle se fait en fait beaucoup plus rapidement que prévu aux Antilles. Et bon, globalement, aujourd'hui, pour caricaturer, les gens ne font plus d'enfants et les gens vieillissent et ceux qui font des enfants ne sont pas là et ne reviendront de toutes les façons pas parce qu'il n'y a pas de travail. Et donc, voilà, on est sur des choses qui semblent être des espèces de petites politiques ponctuelles et puis qui en fait ont des effets pendant plusieurs décennies. Et effectivement, sur la question du genre, une des particularités de la migration
par le Bumidum, en particulier la migration antillaise, c'est que c'est une migration très féminine. On a une migration très féminine, avec une particularité de ces femmes, c'est qu'elles ont un taux d'occupation extrêmement élevé. C'est-à-dire les femmes antillaises ou d'outre-mer qui migrent ont des taux d'occupation qui sont plus élevés que toutes les autres catégories en France hexagonale. Et il y a eu un encouragement, en fait. De fait, le Bumidum, c'était pas juste demander à des travailleurs de venir et de repartir. On insistait sur le regroupement familial. Il y avait des espèces de petites enquêtes. C'est une chose qu'on voit dans les dossiers personnels avec une petite équipe de collègues sociologues et historiens. On travaille sur les dossiers personnels du Bumidum aux Archives nationales et on voit qu'il y a ces espèces de petites enquêtes sociales qui sont faites avant, tout un tas de questions sur et votre petit ami, le fiancé qui vient encourager les familles à venir, encourager les nièces, les cousins, les tantes, etc. à venir également parce qu'on veut déplacer les gens, les déplacer de manière durable et effectivement déplacer du coup les femmes. Oui, cette recherche, on l'attend parce que c'est effectivement ce qui permet aussi de compléter la thèse de Monique Milia qui, elle, a travaillé davantage sur des documents administratifs, sur des textes officiels. Et là, on voit bien comment, comme dans ton livre aussi, comment est-ce qu'on met de la chair dans tout ça. On incarne. Voilà, comment on incarne toutes ces trajectoires sociales. Alors, il nous reste quelques minutes pour évoquer la question de, cette fois, de l'outre-mer, mais dans l'Hexagone. Parce que, évidemment, toutes ces personnes dont on vient de parler, elles se sont aussi organisées une fois en métropole ou dans l'Hexagone, c'est mieux de le dire comme ça, et elles ont contribué aussi à importer ces enjeux mémoriels, ces questions politiques, ces débats et ces combats pour l'égalité, contre le racisme, etc. Est-ce qu'on pourrait retracer très rapidement, parce que c'est vraiment ton travail, l'histoire un petit peu de ces luttes? Alors, très clairement, au moment justement de 59, des années 60, on a des associations étudiantes, la GEG, la GEM, on a aussi des associations guyanaises ou réunionnaises qui se montent en France hexagonale et qui sont plutôt tournées sur la contestation du statut départemental et contre les migrations qui s'annoncent, les migrations massives. Donc c'est vraiment de la mobilisation d'étudiants, de jeunes extrêmement politisés qui sont plutôt tournés sur ce qui se passe là-bas, mais qui se mobilisent à partir d'ici, qui sont aussi dans les milieux étudiants anticolonialistes, etc. Donc il y a quelque chose de très, très vif là, des associations qui vont devenir parfois des associations indépendantistes ou nationalistes, qui vont repartir, pour certains, vont repartir là-bas. Mais après, on a aussi tout un tas d'associations qui sont des associations beaucoup plus proches des pouvoirs publics, des associations qui vont contribuer à encadrer la migration aux côtés du Bumidum, qui vont accueillir un peu cette espèce d'âme patronesse de la communauté, qui vont être assez proches du ministère de l'Outre-mer, assez proches des pouvoirs publics et qui vont essayer d'organiser un petit peu la population. À partir des années 80, on a plein d'associations culturelles qui se montent, qui sont très souvent caricaturées, un peu moquées, on les appelle les balacraboudins, et pas très sympathiques, mais qui en fait sont quand même des lieux de sociabilité très importants pour notamment en région parisienne, où il y a une grande partie de la population d'outre-mer. Et puis c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a des mobilisations plus larges, en tout cas en France hexagonale plus larges, sur des enjeux à la fois autour des questions mémorielles, la mémoire de l'esclavage à partir d'ici, des questions de discrimination également, et on a vraiment cette espèce de portée un petit peu plus large, et puis avec vraiment finalement cette compréhension du fait que les gens sont ici pour rester. On n'est plus tourné vers des visions un peu folklorisantes des cultures de là-bas. On est sur des aspects soit plus militants de la culture ou sur des questions de politisation des enjeux mémoriels, des enjeux de discrimination. Oui, à propos de politisation des enjeux mémoriels, on voit bien qu'il y a eu un débat il y a 2-3 ans autour des journées de commémoration de l'esclavage. Il y en a 2 désormais officiellement. Il y a celle du 10 mai et il y a celle du 23 mai. Ça a clivé les associations qui n'étaient pas toujours d'accord pour avoir ces 2 journées. Donc la première, c'est mémoire de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Et la seconde, et c'est celle qui clive le plus, c'est en hommage aux victimes de l'esclavage. Certains y sont opposés parce que considèrent que c'est une façon aussi de ne pas reconnaître aux esclaves leur historicité, leur résistance et de les assigner finalement à des questions uniquement, un statut uniquement victimaire. Et alors ce qui me manque un peu aussi dans cette mémoire, c'est la mémoire des engagés, qui est plus présente dans le monde britannique, où là il y a beaucoup plus de mémoire de l'engagisme et qui est beaucoup plus absent, même si tu me disais qu'on commence à avoir des travaux, ça commence à venir. Oui, tout à fait, oui. Il y a notamment le travail de Céline Fleury qui a d'abord travaillé sur l'engagisme et qui est maintenant sur la question de la mémoire de l'engagisme. Plus dynamique en tout cas à La Réunion, et puis on commence aussi à avoir des choses
pas mal de choses, notamment en Guadeloupe. On commence un peu à en parler en Martinique, mais là encore, je pense que le dynamisme de la recherche depuis 10-15 ans sur ces questions-là devrait aider déjà à davantage connaître ces enjeux-là, et puis du coup aider aussi à tout ce travail autour de la mémoire des enjeux. On va voir ici quelques images de la marche de 98, qui a été aussi un moment assez majeur dans l'histoire de l'organisation justement de tous ces groupes en métropole. Le 23 mai 1998, 40 000 manifestants défilent dans les rues de Paris pour honorer la mémoire des esclaves. Première historique. Cette marche fut le point de départ de la quête identitaire des Français descendants d'esclaves. Et moi, je trouve que cette marche et ces associations posent quand même une question, alors à laquelle on va peut-être pas forcément répondre ici, mais en tout cas, c'était dans mon travail aussi, c'est quelque chose qui m'interrogeait, c'est que on a tendance à reconnaître beaucoup plus facilement le statut de descendant d'esclaves, y compris avec cette terminologie, et qui est d'ailleurs internationale, parce qu'on la retrouve aussi à l'échelle de l'UNESCO, ces organisations de descendants d'esclaves. Et en revanche, on voit bien que quand d'autres groupes se considèrent comme descendants d'indigènes, la formule, là, ça passe pas, quoi. Il y a quand même quelque chose à interroger aussi, par rapport à cette acceptation dans un sens de se dire je suis descendant d'esclaves, et en même temps ces réticences que la société française et que la politique française a vis-à-vis de ceux qui s'autoproclament descendants d'indigènes. Je trouve que c'est une question intéressante à poser aussi, voilà, même si on va pas forcément y répondre. L'émission arrive à son terme, donc traditionnellement notre invité fait sa petite conclusion. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire là-dessus qui te tiennent à cœur? Oui, ce qui me tient à cœur, c'est que depuis quelques années, comme on en parlait un peu tout à l'heure, il y a une recherche extrêmement dynamique. Il y a beaucoup de thèses qui se sont achevées ces dernières années, parfois de manière très récente, des choses sur la Guyane. Il y a des numéros de revues, Terrain et Travaux, Politics sur la question de l'outre-mer, des trajectoires post-coloniale autour de l'outre-mer, et moi je trouve que c'est un signe extrêmement positif. C'est pas toujours facile pour les jeunes chercheurs en question parce qu'ils sont parfois un peu isolés, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose qui se passe en termes d'histoire, de sociologie politique de ces territoires, et moi je pense que que ça complète et ça accompagne utilement le travail déjà énorme qui était fourni notamment par les universités locales, l'Université des Antilles, Antilles-Guyane auparavant, des Antilles aujourd'hui, de la Guyane, l'Université de la Réunion notamment, et qu'il y a une nécessité de mettre en avant, de connaître, de lire ces travaux qui sont des travaux accessibles, qui sont des travaux utiles et qui permettent de comprendre la situation aujourd'hui de territoires dans lesquels vivent plusieurs millions de Français et auxquels sont attachés pas mal de monde également vivant en France hexagonale. Oui, et puis comme souvent en histoire, on se rend compte que c'est aussi en faisant l'histoire de ces, entre guillemets, marges qu'on peut penser les centres. Ouais, toujours, ouais. Voilà. Et à ce propos, il y a aussi en effet des questions intéressantes qui se posent par rapport aux anciens territoires cette fois, donc Polynésie, Nouvelle-Calédonie, etc., qui se posent à la République, exactement comme Siliane l'a fait pour les Antilles. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de ces peuples, par exemple, auxquels on reconnaît une forme d'autochtonie. C'est une reconnaissance officielle, c'est une terminologie de l'ONU. Voilà, et on voit bien que la République a du mal, la République française, le modèle républicain tel qu'il est souvent fossilisé, a du mal aussi à accepter ces tiraillements qui sont en fait des tiraillements de quelle place on fait à la différence dans cette universelle. Voilà, quelle place accorder à la différence dans cette universelle. Puis nous, on voulait terminer par un appel à signature. Ouais. Vas-y. La France O risque d'être supprimée, et donc il y a une pétition qui circule sur Change qui appelle donc à soutenir France O pour que ça ne disparaisse pas et que donc cette voix qui parle du territoire ne soit pas coupée. Ne soit pas à nouveau invisibilisée. Je crois que c'est l'un des rares canaux justement pour parler de l'outre-mer sur le service public. Et vraisemblablement, on a appris hier que c'était menacé. On termine par une bibliographie. D'abord, ton livre, Audrey, qui va sortir incessamment sous peu. Ce sera le livre de la rentrée. Ça s'appelle La fabrique de l'identité. Ça sort chez Cartala. Vous en voyez la couverture là. On a parlé tout à l'heure du livre de Siliane Larcher, donc L'autre citoyen.
Et le livre aussi qui te tient beaucoup à cœur, qui est injustement méconnu, de Jean-Pierre Sainton, et qui s'appelle La décolonisation improbable, et qui est paru aux éditions Jazor, on dit Jazor, voilà, en 2012. Merci beaucoup, c'était la dernière émission de la saison. On vous souhaite un bel été et à très bientôt.